Chers confrères, chères consoeurs, honorable assistance, bonsoir. Donc, on entame la dernière session d'aujourd'hui qui va porter sur les maculopathies et les anti-VEGF. Sans trop tarder, je vais appeler le professeur Ouhaj pour nous parler de la DMLA. Quoi de neuf en DMLA? Professeur Ouhaj, à vous la parole. Bonjour à tous, nous sommes désolés, nous avons eu un petit souci technique qui est en train de se régler. Donc, nous vous remercions pour votre patience et nous allons reprendre le direct dans quelques minutes. Dans une minute. Je tiens tout d'abord à remercier très vivement le bureau de la OPA pour leur invitation. Je les félicite pour l'organisation de ce e-congrès et également pour leur sérieux dans l'accomplissement de leur mission de formation médicale continue. Nous allons voir donc ce qu'il y a de neuf dans la DMLA.
L'actualité concernant la DMLA revêt habituellement deux aspects. Nous avons un premier aspect qui est lié à la conception de la maladie, qui est régulièrement alimenté par l'évolution de l'imagerie. Et là, nous avons une nouveauté, c'est la mise en place d'une nouvelle nomenclature par un groupe d'experts mené par RIXPED. Et un deuxième aspect lié au progrès thérapeutique, avec l'arrivée de molécules qui vont permettre d'espacer le délai entre les injections intravitréennes et donc de diminuer la lourde charge du traitement de la DMLA. Nous allons voir quels sont les éléments les plus importants. D'abord, concernant l'actualisation de la nomenclature de la DMLA, un groupe d'études internationales comportant 35 spécialistes de la rétine pratiquant sur plusieurs continents ont proposé une modification de la nomenclature concernant les différentes lésions élémentaires de la DMLA. L'utilisation d'une nomenclature standard et consensuelle vise à faciliter les échanges entre les équipes, ainsi les différents praticiens ou qu'ils pratiquent vont parler le même langage. Cette actualisation de la nomenclature, en fait, n'est que le reflet des progrès récents avec l'imagerie actuelle et en particulier avec l'OCT angiographie. Ainsi donc, la DMLA est actuellement définie comme une maladie touchant des patients généralement au-delà de 50 ans et dans laquelle la structure et la fonction de la macula se détériorent. Ces yeux peuvent présenter soit une néovascularisation, soit une atrophie. Et dans les DMLA exsudatives, le terme de choroidal neovascularization, le CNV, qui est consacré depuis très longtemps, est actuellement remplacé par le terme de macular neovascularization, MNV, car, comme nous allons le voir, tous les néovaisseaux dans la DMLA ne sont pas d'origine choroïdienne. Nous allons revoir ici les définitions actuelles des différents néovaisseaux maculaires de la DMLA. Et on commence par les néovaisseaux maculaires de type 1, c'est-à-dire les néovaisseaux maculaires occultes ou sous-épithéliaux. Ces néovaisseaux proviennent de la choriocapillaire et ils sont développés vers et dans l'espace sous-épithélial, c'est-à-dire qu'ils restent sous l'épithélium pigmentaire, ils ne traversent pas l'épithélium pigmentaire. Ils aboutissent ainsi à différents types de DEP. Donc, ils vont donc se présenter à l'OCT sous forme de DEP avec donc une réflectivité hétérogène. L'OCT1 va pouvoir montrer l'arborescence néovasculaire sous l'épithélium pigmentaire. À l'angiographie fluorocéinique, ils vont se présenter sous forme de pointillés et donc une hyperfluorescence inhomogènes pointillés qui vont fusionner, ces points vont fusionner entre eux et donner donc une hyperfluorescence hétérogène au temps tardif. L'ICG va très bien montrer ces néovaisseaux de type 1. La vasculopathie polypoïdale choroïdienne ou néovaisseaux de type 4, en fait, ils ne sont qu'une variante des néovaisseaux de type 1, avec une épidémiologie un peu particulière. Ils sont fréquents en Asie, ils apparaissent entre l'âge de 20 et 80 ans avec une moyenne de 60 ans, ils ont une caractéristique clinique, ce sont des formes qui se présentent avec des DEP très importants en DOM, ce sont des formes hémorragiques, avec une hémorragie ou un hématome rétinien et de nombreuses exsudats. Devant un tel tableau, il faut faire une imagerie multimodale pour mettre en évidence les polypes. Et les meilleures imageries, c'est donc l'OCT, surtout l'OCT angiographie, qui va montrer ce que l'on appelle le branching vascular network, c'est-à-dire ces néovaisseaux sous-épithéliaux, et nous avons également l'ICG. Les néovaisseaux maculaires de type 2, les visibles ou préépithéliaux, ces néovaisseaux proviennent de la choroïde, ils traversent la membrane de Bruch, la monocouche de l'épithélium pigmentaire, pour proliférer ensuite dans l'espace sous-rétinien. À l'angiographie fluorescéinique, ils ont un aspect caractéristique que nous connaissons tous très bien, avec une hyperfluorescence très précoce, intense, c'est le fameux lacis néovasculaire qui va augmenter en intensité et en surface. Et l'OCT angiographie va très bien montrer la membrane néovasculaire. Les néovaisseaux maculaires de type 3, qu'on appelait avant anastomose chorio-rétinienne, qu'on appelle actuellement, il faut utiliser le terme de RAP, c'est-à-dire Retinal Angiomatous Proliferation. Pourquoi? Parce que ces néovaisseaux proviennent de la circulation rétinienne. Voilà, ils ne sont pas d'origine choroïdienne et ils se développent ensuite vers la rétine externe et l'épithélium pigmentaire. En OCT, on observe une extension d'une zone donc d'hyperréflectivité à partir de la rétine moyenne vers l'épithélium pigmentaire. L'OCT angiographie va montrer ce néovaisseau qui croît vers l'épithélium pigmentaire et en angiographie fluorocéinique, nous aurons une hyperfluorescence focale avec associée à une coloration intrarétinienne.
L'OCT en géographie démontre régulièrement son utilité en pratique clinique, mais l'intérêt de la technique a été récemment bien plus important pour la compréhension des affections choriorétiniennes, et notamment en ce qui concerne la pathogénie des néovaisseaux de type 3 et la vasculopathie polypoïdale. En ce qui concerne la pathogénie des néovaisseaux de type 3, il y a toujours eu des hypothèses diverses et parfois contradictoires. Mais actuellement, ces théories se sont peu à peu affinées grâce donc au progrès de l'imagerie, grâce à l'OCT en géographie. On ne parle plus d'anastomose choriorétinienne, on parle de RAP. Pourquoi? Parce que l'OCT en géographie a permis de répondre à la question quelle était l'origine initiale de la lésion choroïdienne ou rétinienne profonde. En fait, ces néovaisseaux sont rétiniens. Ils débutent au niveau du plexus capillaire rétinien profond pour s'étendre ensuite vers les couches les plus externes de la rétine. Et ceci grâce aux travaux de Sacconi et collaborateurs en 2018 qui ont montré qu'il y avait un flux associé au point hyperréflectif. Qui parle de flux, parle de vaisseau, et donc ce sont des néovaisseaux qui débutent au niveau du plexus capillaire intrarétinien profond. Et ils ont montré que ces néovaisseaux avaient une évolution descendante, initialement intrarétinien, vers l'épithélium pigmentaire. Qu'en est-il de la vasculopathie polypoïdale? S'agit-il de polypes ou d'enchevêtrement vasculaire? Comme nous l'avons vu, la vasculopathie polypoïdale est une cause importante de baisse de l'acuité visuelle dans le monde et surtout en Asie. Également, on se demande s'il s'agit d'une pathologie à part entière. Est-ce que c'est une forme de DMLA constituant les néovaisseaux maculaires de type 4 ou s'agit-il d'une forme évolutive de néovascularisation choroïdienne? Un article publié récemment sur le JAMA Ophtalmologie en 2019 par une équipe de Shanghai associée à l'équipe de Phil Rosenfeld à Miami, utilisant l'OCT en géographie swap source qui permet d'aller en profondeur, montre que ces polypes ne sont en fait que des amas néovasculaires enchevêtrés, associés à un réseau néovasculaire afférent profond qui ne sont que des néovaisseaux sous-épithéliaux type 1 ou occultes. Voici donc les résultats de leurs travaux. Vous voyez donc que l'image de Swap Source OCT en géographie est bien meilleure que celle de l'ICG. Et vous avez ici le schéma qui explique ce que l'on observe là. Ce ne sont pas des polypes, ce sont des enchevêtrements néovasculaires. Et les données donc des auteurs montrent ainsi la supériorité du Swap Source OCT en géographie sur l'ICG pour le diagnostic de la vasculopathie polypoïdale. Et ces données sont cohérentes avec d'autres publications et elles récusent la notion de l'ICG gold standard pour le diagnostic des vasculopathies polypoïdales. Avec le traitement anti-VEGF, on s'est demandé s'il majorait le risque d'atrophie. Et des facteurs de risque de développement d'une atrophie chez les patients traités par anti-VEGF ont été mis en évidence. Ce sont le grand âge, l'hypercholestérolémie, l'acuité visuelle initialement basse, une taille de néovascularisation importante, les RAP, donc les patients qui présentent des néovaisseaux maculaires de type 3 sont à risque d'atrophie. L'atrophie géographique au niveau de l'œil à Delphes, des fluides intrarétiniens. On sait que les fluides intrarétiniens sont de plus mauvais pronostics que les fluides sous-rétiniens à cause justement de ces risques d'évolution vers l'atrophie. Mais les études CAT et Arbor à 24 mois ont démontré que les bénéfices du traitement anti-VEGF sur le plan de l'acuité visuelle étaient bien supérieurs au risque d'atrophie. Mais sur le plan pratique, il faut savoir adapter son rythme d'injection. Si chez un patient, on remarque que l'action des anti-VEGF majore l'incidence des plages d'atrophie, il faut alors choisir un rythme de traitement PRN plutôt qu'un régime proactif type treat and extend. Et la meilleure méthode pour montrer ces atrophies, c'est encore l'OCT et il y a une définition claire de l'atrophie géographique. Ce sont des lésions atrophique de la rétine externe à bord net de plus de 250 mu, associée à une perte de photorécepteurs, d'épithélium pigmentaire et de coupe choriocapillaire sous-jacente. Comme vous le voyez ici, voilà donc cette atrophie avec une hypertransmission supérieure à 250 mu due donc à l'atrophie. Quelles sont les perspectives thérapeutiques? À court terme, nous avons l'aflibercept en seringue pré-remplie, ce qui est intéressant pour diminuer le risque d'infection, et l'avènement d'une nouvelle molécule, c'est le brolucizumab. Le brolucizumab, il a eu son agrément FDA en octobre 2019 et il est utilisé aux États-Unis depuis novembre 2019 et l'AMM européenne en février 2020. Il est actuellement utilisé et commercialisé aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et au Japon. Le traitement anti-VEGF, nous le savons tous, est très efficace sur la résorption des fluides des néovaisseaux maculaires de la DMLA, mais il est très contraignant.
Ces contraintes incitent à développer des traitements qui permettraient d'espacer les IVT. Et c'est le cas du brolucizumab. Grâce à quoi? Et qu'est-il donc du brolucizumab? Le brolucizumab, comme vous le voyez ici, est un fragment d'anticorps de petite taille, 25 kilodalton, à simple chaîne. Et grâce à cette configuration, sa pénétration vers la rétine et l'épithélium pigmentaire est 2 fois plus importante que pour le ranibizumab. De plus, il a une haute affinité et un pouvoir inhibiteur important pour toutes les isoformes du VEGF-A. Voilà donc les 2 études, l'étude Hawk aux États-Unis et Arrière en Europe et en Asie, qui ont permis à la molécule d'obtenir son AMM. Alors, on a comparé le brolucizumab à l'aflibercept. Après les 3 injections d'induction, le brolucizumab est injecté tous les 3 mois, alors que l'aflibercept est injecté tous les 2 mois, comme dans son AMM. Et on a vu quelle était l'efficacité et l'innocuité. Du point de vue efficacité, les résultats à 2 ans ont été publiés, donc sur ophtalmologie, il est aussi efficace, aussi bien sur l'acuité visuelle que sur la diminution de l'épaisseur rétinienne centrale. En ce qui concerne la tolérance, les études Hawk et Arrière ont conclu à une tolérance générale du brolucizumab comparable à celle de l'aflibercept. Mais il y a eu 2 articles récents, un sur un cas publié en mars 2020, un autre sur 26 cas publiés en juillet 2020, où ils ont montré que l'on pouvait observer une inflammation avec vascularite rétinienne, parfois occlusive, à la suite de l'administration du brolucizumab. Les recommandations actuelles sont donc de faire un examen minutieux des signes d'inflammation avant chaque injection de brolucizumab et de ne pas utiliser le brolucizumab chez les patients aux antécédents d'inflammation intraoculaire ou d'occlusion vasculaire. Quelles sont les avancées thérapeutiques à venir? On va parler de l'aflibercept à haute dose, à 8 mg, pour l'injecter tous les 3 ou 4, 12 ou 16 semaines, c'est-à-dire 3 ou 4 mois, comparé donc à l'efficacité donc de l'aflibercept tel qu'on l'utilise actuellement, 2 mg tous les 2 mois. Cette étude a débuté en novembre 2020 dans le monde. Ici, pour les perspectives à plus long terme, vous avez le tableau qui vous résume les principales molécules actuellement évoluées pour le traitement des formes exsudatives de la DMLA. Que peut-on dire en conclusion, donc concernant les actualités de la DMLA? C'est qu'il y a une modification progressive de la nomenclature des éléments de la DMLA. L'utilisation d'une nomenclature standard et consensuelle pourrait faciliter les échanges entre les équipes. Les notions concernant l'atrophie maculaire permettent probablement d'aborder la thérapeutique de façon plus sereine, puisqu'il a été démontré que c'est le développement de la maladie et non un effet secondaire du traitement. Il faut toujours être très prudent dans les néovaisseaux maculaires de type 3, car il y a un risque de majoration des phénomènes d'atrophie maculaire. L'OCT en géographie a permis de mieux comprendre la pathogénie des néovaisseaux maculaires de type 3 qui sont donc d'origine rétinienne, et la vasculopathie polypoïdale, ce ne sont pas des polypes, ce sont des enchevêtrements néovasculaires. Par ailleurs, il y a donc des progrès thérapeutiques qui s'annoncent, enfin, avec des molécules qui permettent de diminuer les contraintes associées au traitement anti-VEGF. Je vous remercie de votre aimable attention. Beaucoup, professeur Rouhaj, pour cette excellente mise à jour. Et j'invite professeur Benazouz à nous présenter les anti-VEGF dans la prise en charge des maculopathies. Chers confrères, chers collègues, bonsoir. Je remercie d'abord le président de l'AOPA pour son invitation à son premier e-congrès, ainsi que les membres de sa société. Bonne année 2021. Le titre de ma communication est les anti-VEGF dans les pathologies maculaires. En introduction, nous dirons que le VEGF a été identifié que récemment, vers les années 1989, et son implication, il est impliqué dans de nombreuses pathologies oculaires, en particulier maculaires. Quant aux anti-VEGF, ce sont des traitements qui ont révolutionné la prise en charge des pathologies vasculaires, permettant la stabilisation, voire une amélioration de l'acuité visuelle. Bon, aucun lien d'intérêt. Parmi les anti-VEGF utilisés dans la pathologie, nous parlerons d'abord du Macugène, qui est le premier anti-VEGF utilisé dans la prise en charge des néovaisseaux choroïdiens. C'est un aptamère, il se lie à l'isoforme VEGF 165 avec
un poids moléculaire de 50 kDa. Il permet de diminuer la perte de l'acuité visuelle et de supprimer la néovascularisation pathologique. Il a obtenu l'AMM pour la DMLA exsudative en 2004 aux États-Unis et en 2006 en Europe, mais il n'est plus utilisé en raison de son efficacité moindre par rapport aux autres molécules utilisées actuellement, comme le ranibizumab et l'aflibercept. Concernant le ranibizumab, il est développé de manière spécifique pour une utilisation intraoculaire. C'est un dérivé de l'anticorps monoclonal recombinant humanisé. Il est constitué du fragment FAB avec l'absence d'un fragment FC. Il a obtenu l'AMM en Algérie en 2009 pour la DMLA exsudative, en 2013 pour l'œdème maculaire diabétique, en 2012 pour l'œdème maculaire secondaire à l'OVR et en 2014 pour la néovascularisation du formiope. Et en ce moment, depuis 2016, le ranibizumab a de nouvelles indications pour certaines pathologies présentant des néovaisseaux choroïdiennes telles que la choriorétinite séreuse centrale, les stries angioïdes compliquées, la choriorétinopathie idiopathique et la choriorétinopathie post-inflammatoire. Après le ranibizumab, nous avons l'aflibercept utilisé et en intraoculaire sous le nom de Eylea, appelé aussi VEGF-TRAP-I. Son utilisation était surtout en oncologie. C'est une protéine recombinante et non pas un anticorps. Et il est composé d'une partie mimant le récepteur R1 VEGF et une autre partie mimant le récepteur R2 VEGF, fusionné à un fragment FC d'IgG1 humain. Il agit donc comme un leurre de récepteur en neutralisant toutes les isoformes du VEGF-A, B et du PIGF. Sa voie d'administration, donc, elle est en intravitréenne à la dose de 2 mg. Il a obtenu la AMM en Algérie en 2017 pour les 4 pathologies maculaires, DMLA exsudatif, œdème maculaire diabétique, œdème maculaire des OVR et les néovaisseaux du formiope. Après l'aflibercept, nous avons le bevacizumab, qui est un anticorps monoclonal entier, qui est constitué d'un fragment FC et de 2 fragments FD. Il inhibe toutes les isoformes du VEGF-A. Il est largement utilisé en oncologie, dans les cancers colorectaux, et son utilisation n'est pas encore validée en ophtalmologie en raison d'absence d'AMM. Seulement, actuellement, nous avons une recommandation temporaire d'utilisation grâce aux études de CAT, IVAN et GEFAL qui ont fait entrer l'Avastin dans l'arsenal thérapeutique pour le traitement de la DMLA en raison de son effet comparable à celui du Lucentis. Et depuis 2018, nous avons de nouvelles molécules d'anti-VEGF qui ont été conçues pour en fait prolonger l'intervalle du traitement. En particulier, nous avons le brolucizumab, qui est le dernier né des anti-VEGF, qui est un fragment d'anticorps simple, chaîne combinée, combinant un anticorps anti-VEGF-A et un fragment d'origine humaine. C'est une toute petite molécule de poids à 26 kDa et sa concentration importante, elle est active dans un même volume d'injection. Et donc, sa pénétration est très efficace. Le brolucizumab a une AMM aux États-Unis depuis octobre 2019 et européenne et au Royaume-Uni depuis février 2020. Et il est utilisé dans la DMLA exsudative en intravitréen à la dose de 6 mg après 3 injections de charge réalisées à 1 mois d'intervalle. En absence d'activité, les injections seront faites toutes les 12 semaines. En présence d'activité, et elles seront faites toutes les 8 semaines. Les effets indésirables vus par cette molécule est l'inflammation intraoculaire, mais surtout les vascularites rétiniennes et les occlusions vasculaires rétiniennes qui sont de l'ordre de 2,1%.
Après le brolucizumab, l'abicipar, qui est une molécule de la famille des darspins, classe de molécules de petite taille créée par génétique. Alors, des études donc ont prouvé son efficacité chez les patients naïfs de tout traitement. Et donc, cette molécule a montré l'efficacité et son innocuité injectée à 8 semaines et à 12 semaines par rapport au ranibizumab injecté mensuellement jusqu'à la semaine 104. L'abicipar n'a pas d'AMM en ce moment en raison de ses effets secondaires, en particulier les taux élevés d'inflammation intraoculaire qui est estimé chez les groupes traités à 15% par rapport au groupe ranibizumab qui est de 0,3%. La molécule faricimab est un anticorps bispécifique qui se lie simultanément à l'angiopoïétine C et au VEGF-A. Les intervalles de traitement sont longs et en fin 2018, Genentech a montré dans son efficacité prolongée comparée à celle du ranibizumab qui est injecté toutes les 4 semaines. Et en 2009, 2 études aussi en phase 3 ont montré son efficacité par rapport aussi versus aflibercept 2 mg. Et les résultats de cette molécule sont attendus en 2021. Le conbercept, c'est une molécule chinoise qui est comme l'aflibercept, une protéine de fusion recombinante qui se lie au VEGF-A et au VEGF-B, au facteur de croissance placentaire. Elle a son AMM en Chine pour le traitement de la DMLA exudative. Ensuite, alors, on parle de ranibizumab PDS, qui est un système de réservoir implanté chirurgicalement au niveau de la sclère, avec une diffusion du produit au niveau de la cavité vitréenne. 1 millilitre de ce produit contient une concentration de 100 mg et des études de phase 3 ont montré l'efficacité de cette molécule avec pour les patients de groupe ranibizumab qui ont reçu des injections mensuelles, les groupes RPDS ont eu un remplissage ou un remplacement du réservoir toutes les 24 semaines. Principale appréhension, c'est l'hémorragie intravitréenne, les risques infectieux, le décollement de rétine et les mauvaises tolérances conjonctivales. Enfin, nous avons l'aflibercept haute dose, dont le début de l'étude a commencé qu'en novembre 2020. Son objectif est de comparer l'aflibercept actuel à l'aflibercept haute dose toutes les 12 et 15 semaines. En conclusion, nous dirons que différents anti-VEGF sont utilisés en ophtalmologie. Le ranibizumab et l'aflibercept sont les 2 anti-VEGF les plus utilisés et avec une AMM depuis déjà 2007 pour l'un et plus tard pour l'autre. Et dans les 4 pathologies déjà citées, les nouveaux anti-VEGF sont conçus pour en fait prolonger l'intervalle d'injection. On dira aussi que les injections intravitréennes d'anti-VEGF sont efficaces, mais nécessitent une surveillance fréquente et des vitesses répétées sur une longue période. Ce traitement, donc, constitue une charge importante pour les patients, le médecin et le système de santé, d'où la nécessité d'un traitement d'anti-VEGF de plus longue durée associé à un effet thérapeutique efficace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Benazouz, pour cette brillante présentation, très didactique. Et donc, je passe la parole à notre ami, le professeur Derdour, pour présenter les anti-VEGF et la pathologie du segment antérieur. À vous la parole, cher ami. Bonsoir, chers confrères, bonsoir, chers amis, bonsoir tout le monde. Alors, l'utilisation des anti-VEGF dans la pathologie du segment antérieur va se résumer essentiellement
au traitement de la néovascularisation cornéenne. C'est l'une des indications majeures des anti-VEGF en matière de surface cornéenne et en matière de segment antérieur. Pour introduire la question, un petit rappel physiologique. La cornée a tout le temps été considérée comme un organe ayant un privilège immunitaire certain. Ce privilège est dû au fait qu'elle ne comprend aucun vaisseau sanguin et aucun lymphatique. Il y a aussi le phénomène ACAID, Anterior Chamber Immune Associated Deviation. C'est un état de tolérance active face aux antigènes présents dans la chambre antérieure et qui protège la cornée de la réaction immunitaire classique. Et enfin, les cellules épithéliales et les cellules endothéliales de la cornée vont exprimer la molécule Fas-ligand. Cette molécule protège ces cellules des lymphocytes cytotoxiques en induisant une mort et une apoptose de ces lymphocytes. Donc, il en résulte de tout cela que la cornée est pratiquement l'organe le moins sujet au rejet de greffe au niveau du corps humain. Et pourtant, malgré tout ça, on sait très bien que le rejet de greffe existe. Toutes les études l'ont montré. L'étude Shapiro publiée en 93, c'est l'une des plus exhaustives publiées sur les rejets de greffe. Retrouve 12% de rejets lorsqu'on place un greffon sur une cornée, disons, standard, c'est-à-dire sans grosse destruction de la surface, et 40% lorsqu'on place ce greffon sur un sujet à risque. Alors, le sujet à risque, c'est quoi? Les facteurs de risque, vous les avez un peu plus haut. Donc, antécédents de rejet, inflammation, jeune âge, transfusion, disparité sexe-race et des greffons de grand diamètre. Et la plus grosse partie, le plus gros morceau du gâteau, c'est la néovascularisation en bleu. Donc, c'est contre cette néovascularisation que nous allons essayer de lutter en utilisant les anti-VEGF. Un petit rappel physiopathologique. Donc, vous avez ici les cellules cornéennes, il y a une destruction tissulaire d'origine quelconque, que ce soit traumatique, que ce soit inflammatoire, que ce soit n'importe quelle pathologie cornéenne qui dégrade l'architecture cellulaire. Il s'ensuit une production de médiateurs, de stimulants de l'angiogénèse et des facteurs pro-angiogéniques, le fibroblast growth factor, le placenta growth factor, mais essentiellement le VEGF, le vascular endothelial growth factor, notre principal souci. Donc, ce VEGF sur les parois des vaisseaux, il induit une modification cellulaire, une migration cellulaire, une expression de métalloprotéinase qui détruit un petit peu les parois cellulaires du fait de l'inflammation, l'angiopoïétine qui joue pratiquement le même rôle. Il y aura la production de tubules capillaires, comme vous voyez ici. Donc, il y aura formation de petits tubules capillaires encore immatures. Il y aura aussi la formation d'anastomose artério-veineuse. Il y aura des sortes de shunts des artérioles avec les veines. Les parois veineuses se solidifient, les parois vasculaires se solidifient. La lumière se creuse et enfin le flux sanguin qui arrive. Et c'est comme ça que se forme le néovaisseau. Le VEGF, en réalité, on a trois. Le VEGF 1 et 2 induisent essentiellement l'angiogénèse. Le VEGF 3, on s'en occupe pas trop, mais il existe. Il nous importe peu, mais c'est lui qui induit la lymphangiogénèse, là aussi destructrice pour notre greffe. En réalité, la cornée se défend parce que les kératocytes à l'état normal déjà produisent des facteurs anti-angiogéniques naturels, notamment l'angiostatine, l'endostatine, le PEDF, la néostatine, et ces facteurs vont inhiber la prolifération et la migration des cellules des parois endothéliales que nous venons de voir sur la diapo précédente. Donc, il y a une sorte de balance entre des facteurs pro-angiogéniques, inducteurs de l'immunité et du rejet, et des facteurs anti-angiogéniques naturels, on va dire des facteurs protecteurs. Donc, à l'état naturel, cette balance penche à droite, c'est la protection qui gagne et qui domine, mais dans un état inflammatoire, dans un état pathologique, la balance peut pencher de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du VEGF et des facteurs pro-angiogéniques. Donc, nous, notre travail, c'était d'essayer de lutter contre cette néovascularisation pour moduler positivement le pronostic de nos greffes de cornée effectuées au niveau de l'HS ophtalmologie d'Oran. Donc, c'était une étude monocentrique, prospective, qui avait regroupé 40 patients. Alors, nous avions inclus 30 patients majeurs, tous programmés pour une greffe de cornée qui avaient déjà un état néovasculaire préexistant et 10 patients qui étaient déjà greffés. Sur ces greffons, il y avait des néovaisseaux menaçants, des néovaisseaux qui faisaient craindre le rejet et la perte du greffon. Et pour ces 40 patients, nous avons établi un protocole de lutte contre la néovascularisation. Nous avons exclu rapidement tous les mineurs, les femmes enceintes, bien sûr, allaitantes, tous les malades incapables de comprendre ou signer un consentement éclairé,
tous les malades ayant une contre-indication connue aux anti-VEGF qu'on a l'habitude de manipuler pour la pathologie rétinienne. Alors, l'anti-VEGF qui a été utilisé sans aucun conflit d'intérêt, bien sûr, c'est le ranibizumab. Et ceci est dû au fait de la disponibilité du produit au niveau du service. Le ranibizumab est un fragment d'anticorps monoclonal recombinant, un anti-VEGF qui empêche la liaison récepteur à la fois du VEGF1 et du VEGF2. Donc, tout ce qu'il nous faut. Il a la même pour la DMLA depuis 2009, pour l'œdème maculaire diabétique depuis 2011, pour les occlusions veineuses rétiniennes depuis 2012, la myopie 2014, toute néovascularisation rétinienne 2017, la rétinopathie diabétique, c'est tout récent, là aussi 2017-2018, et on laisse un grand point d'interrogation pour la cornée, parce qu'en réalité, il n'a pas encore une AMM pour l'utilisation en matière de segment antérieur. Donc, nous l'avons utilisé hors AMM à une dose de 0,5 mg équivalente à la dose utilisée dans les intravitréennes classiques. Les injections se sont faites sous topique pour les malades qui ne sont pas greffés ou bien sous l'effet de l'anesthésie de la greffe pour les malades qui sont en cours de greffe. Donc, pour le choix du site, nous repérons les plus gros troncs néovasculaires, nous en approchons le plus possible. Donc, c'est juste à côté des gros troncs les plus menaçants. On fait 1, 2, 3 injections au maximum lors d'une même procédure. On pince la conjonctive en fin d'intervention, en fin d'injection pour éviter les fuites. Un antibiotique local suffit juste pour la manœuvre pour les patients qui n'ont pas été greffés. Pour les patients qui ont été greffés, ils sont déjà sous traitement en matière de greffe, ça suffit largement. Alors, le protocole des injections utilisées, pour le premier groupe, les 30 premiers patients, une injection une semaine avant la kératoplastie, une injection en PEROP pour certains, 10 cas, et puis on réinjectait une deuxième et une troisième à la fin du premier mois et à la fin du troisième mois. Pour les patients qui n'ont pas été greffés, donc c'était une injection à J0, et puis une deuxième à 1 mois et à 3 mois. Alors, comment évaluer la néovascularisation? C'est très simple, nous utilisions le Paint du Windows. Donc, nous délimitions la surface néovascularisée par rapport à la surface totale et en utilisant le logiciel Imagy qui est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Institut de santé américain, donc de la NIH. C'est gratuit, tout le monde peut le télécharger. Il vous fait le calcul de la surface néovascularisée par rapport à la surface totale de la cornée. Pour les patients qui ont été greffés, là, on va emporter la cornée, donc on va emporter la néovascularisation. Alors là, nous avons utilisé un autre procédé. Avant de faire la greffe, c'était un calcul de la circonférence en degrés, comme ça, 120 degrés, 130 degrés, 180 degrés pour la moitié, etc. Alors, les étiologies étaient très variées, dominées bien sûr par les anciens rejets, qui étaient déjà vascularisés, les kératites virales qui se vascularisent souvent, mais il y avait un peu tout, et toutes les études disent que l'étiologie n'influe pas en réalité sur la réponse ou non d'un néovaisseau par rapport aux anti-VEGF. Donc, pour le groupe de patients non greffés, la néovascularisation préopératoire moyenne était de 29% de la surface cornéenne. À la fin de la première semaine après la première injection, ça baissait. Et puis, ça baissait encore pratiquement la moitié. Ça diminuait de moitié à la fin du premier mois. C'était l'effet de la première injection. Il y avait très léger rebond à la fin du premier mois. Dès qu'on injectait la deuxième, ça rechutait encore. Et bien sûr, ça descendait nettement après la troisième, avec un taux qui passe de 29% à 12%. Et c'était considéré comme satisfaisant. Pour les patients non greffés, c'était en circonférence. Donc, la moyenne préopératoire, c'était 130 degrés, avec des minimums à 45 et des maximums à 360 degrés. Et là aussi, au bout de 3 mois et 3 injections, pratiquement la moitié de la néovascularisation avait reculé, mais c'est pas zéro. Donc, il y a un bon recul en surface pour les non greffés, un bon recul en circonférence pour les greffés, mais quand vous voyez, ça ne descend pas, c'est pas zéro. Il ne faut pas penser que les anti-VEGF vont vous supprimer toute néovascularisation de façon définitive. Eh bien non, c'est comme une DMLA, c'est comme un œdème maculaire diabétique. On injecte, ça donne un résultat, on entretient et il faut poursuivre les injections parfois plusieurs mois, voire plusieurs années pour entretenir ce résultat. Alors, quelques exemples. Vous avez ici un patient de 74 ans qui était venu pour une greffe. On a essayé de préparer la surface avec les anti-VEGF avant de greffer. Donc, vous voyez ici l'effet après 3 injections. Le patient, il passe de perception de la lumière à 2 mètres. Il veut plus se faire greffer parce qu'il commence à voir. Il se déplace tout seul et il est content. Un deuxième patient, une cornée complètement abîmée, il est jeune, 34 ans, il avait reçu du ciment.
Donc, une cornée complètement vascularisée. Donc, trois injections. Vous voyez que les néovaisseaux persistent quand même. Ici, là, il y a encore des 30 qui persistent, mais c'est nettement moins qu'en préopératoire. La greffe a été faite, on continue les anti-VEGF et on s'occupera de sa cataracte plus tard. Un patient, là aussi, une patiente de 25 ans, kératite virale, très vascularisée. Désolé pour la qualité des photos, elles sont faites à l'angiographe. Donc, 3 injections là aussi, et puis 2 injections par dent, et puis une greffe de cornée sur une cornée dévascularisée. Et vous voyez ici, pratiquement plus aucun néovaisseau à la surface cornéenne. Alors ici, on n'avait pas les anti-VEGF. Ce patient de 40 ans, on l'a greffé en pleine néovascularisation, on n'a pas touché. L'anti-VEGF est arrivé un petit peu en retard. Il est arrivé le 8e jour. On a commencé les injections et à 1 mois, nettoyage quasi complet du limbe de cette néovascularisation. Alors là, si on arrête, bien sûr, ça va revenir. Et là, d'où l'intérêt d'entretenir ce résultat. Donc, je passe rapidement pour respecter le temps. Les exemples, il y en a plein. Il y en a 40 patients. On ne va pas les passer tous. Alors, en matière de tolérance, sur le plan général, chez nous, on n'a rien eu. 1 mois post-op, on n'a rien eu. Ce qui est rapporté dans la littérature, c'est les accidents des IVT avec les injections intravitréennes et donc des pics d'hypertension, des accidents thromboemboliques de l'ordre de 0,5 à 0,8%. C'est la même chose. Sur le plan local, eh ben, pratiquement, nous n'avons rien eu, mis à part quelques hémorragies sous-conjonctivales au point d'injection, des malades qui rapportaient des petits bobos tels que des picotements, quelques douleurs minimes, mais sans grande dangerosité, aucune atteinte cornéenne, aucune kératolyse, aucune atteinte trophique de la cornée, aucune nécrose, aucune atteinte sclérale, rien de méchant. La littérature rapporte quand même 5% d'ulcères épithéliaux que nous n'avons pas eu et une modification, voire l'apparition d'un astigmatisme du fait de la fibrose du lit vasculaire. Il peut changer d'axe, mais c'est récupérable. Alors, quelques échecs quand même, ça n'a pas été parfait partout. On n'a pas répondu à 5 injections d'anti-VEGF. On les a considérés comme patients non répondeurs. C'est selon les travaux de Bahar qui recommandent d'arrêter à 5 injections. Ces patients avaient en commun quelque chose de très important, c'est que c'était de vieux néovaisseaux, plus de 10 ans d'évolution de cette néovascularisation. Et donc aussi, c'est l'explication retenue par la littérature et par nous, c'est que les néovaisseaux trop anciens, trop matures, répondent moins par rapport aux néovaisseaux plutôt précoces. Alors, il n'y a pas que les injections sous-conjonctivales. Nous avons essayé aussi les topiques, les collyres de bevacizumab. C'était avant qu'il ne soit un petit peu interdit. Donc, on l'avait confectionné en collyre. La voie topique est moins invasive, sauf que la cornée s'oppose à la pénétration du collyre du fait de sa barrière, d'abord épithéliale, lipophile, puis stromale, épithéliale, hydrophile, puis stromale, lipophile. Alors là, ça posait un petit peu problème. Eh bien, ça marche. Quand on instille, ça marchait bien. 80% du produit pénètre par voie transcornéenne, 20% par voie conjonctivo-lymphatique. Ça marche parce qu'il y a de l'inflammation, il y a de la néovascularisation. Et cette néovascularisation, justement, prouve qu'elle augmente la perméabilité épithéliale et donc qu'elle ouvre les portes à la pénétration des collyres parce que le bevacizumab, avec 149 KD, son poids moléculaire, ne devrait logiquement pas passer cette barrière. Du fait de sa petite taille, le ranibizumab, lui, devrait, ou bien aurait, selon certaines études qui viennent d'être publiées, une pénétration supérieure au bevacizumab du fait de sa petite taille là aussi. Enfin, nous recommandons, comme le recommandent certains auteurs américains, de mettre des clous méatiques pour éviter le passage de l'anti-VEGF dans les voies lacrymales et donc un passage systémique du produit et donc éviter ses effets secondaires. Le problème de le conditionnement du produit en collyre, alors là, il y a aucun consensus. Chacun fait comme il veut un petit peu. Évitons quand même le risque de contaminer le flacon. Il n'est pas question d'infecter la surface du patient. Et là, il faut mettre un conservateur. Nous, on l'avait pas mis. Donc, on avait mis un collyre sans conservateur. Le conservateur risque de détériorer le produit. L'association produit-conservateur, on ne sait pas ce que ça va donner. Il existe une autre voie, c'est la voie intrastromale. C'est des injections avec des aiguilles 30 gauche. Et là aussi, ça donne à peu près les mêmes résultats avec quand même quelques hémorragies intrastromales. Alors, pour conclure, le protocole que nous préconisons, c'est 3 injections de ranibizumab 1 semaine avant la greffe, puis au 1er mois et au 3e mois. On réinjecte tous les 3 mois au besoin, selon l'évolution clinique de la néovascularisation. Au bout de 5 injections, si ça répond pas, on considère le malade comme non répondeur, on arrête et on passe à autre chose.
L'efficacité des anti-VEGF, là aussi, c'est clair, elle est supérieure lorsqu'ils sont mis tôt à la phase aiguë de l'agression tissulaire sur des néovaisseaux immatures ou incomplètement stabilisés. Durant cette phase, la survie et la croissance des néovaisseaux, c'est là qu'elle est fortement dépendante du VEGF et c'est là qu'il faut agir contre le VEGF. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Merci professeur Derdour pour cette excellente communication et riche. Et on va passer directement avec le professeur Amous de Tunis qui va parler les anti-VEGF dans les maculopathies diabétiques et la DMLA. Merci Monsieur le Président. Merci mes chers amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des injections intravitriennes en pratique dans l'œdème maculaire diabétique et dans la DMLA. Alors les injections intravitriennes, on va se poser 3 questions. On va essayer de répondre au fur et à mesure qu'on avance dans cette communication. Pourquoi? On va parler des mécanismes d'action, quand et quels produits. Alors, pourquoi on injecte dans le vitré? Là, va se poser la question, le rôle du vitré dans les pathologies rétiniennes, c'est un réservoir de cytokines pro-inflammatoires qui sont libérées à partir de la paroi vasculaire altérée et qui, au contact de la rétine, vont entretenir l'inflammation et vont aggraver la rupture de la barrière hémato-rétinienne. Injecter dans le vitré implique une concentration plus élevée du produit avec une biodisponibilité et un effet plus prolongé. Alors, quand différentes pathologies rétiniennes nécessitent le recours aux injections intravitriennes, mais on va s'intéresser exclusivement à l'œdème maculaire diabétique et à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, quels produits? On va parler des anti-VEGF. On connaît tous le rôle anti-inflammatoire et aussi anti-angiogénique, l'Avastin, le Lucentis et l'Eylea. J'insiste sur les contre-indications qu'il faut respecter et éliminer, les antécédents cardiovasculaires, une grossesse ou un diabète déséquilibré, et se méfier, bien sûr, des effets indésirables oculaires tels qu'une aggravation d'un décollement de rétine fractionnelle ou systémique tel que la survenue d'un accident cardiovasculaire. Alors, l'autre classe thérapeutique, c'est les corticoïdes, bien sûr, connus par leur effet anti-inflammatoire et aussi anti-angiogénique, le Kenacort ou la triamcinolone, les implants intraoculaires, que ce soit biodégradables tels que l'Ozurdex ou non biodégradables tels que l'Ulivia. Alors, je commence par le volet des IVT dans les œdèmes maculaires diabétiques. Alors, je commence par les anti-VEGF. Alors, quand on va injecter en cas d'œdème maculaire, en première intention, dans la majorité des œdèmes maculaires diabétiques sévères, avec une baisse de l'acuité visuelle inférieure à 7/10, quel que soit l'état de la rétine. Alors, les produits, comme j'ai dit tout à l'heure, le Lucentis utilisé en AMM à la dose de 0,3 à 0,5 mg par injection par mois, avec une amélioration de l'acuité visuelle et amélioration qui reste quand même durable. Le deuxième produit, c'est l'Avastin. Il est utilisé chez nous, donc par rapport à la Lucentis, il est beaucoup plus utilisé, hors AMM, hélas, avec une dose de 1,25 mg par mois. Alors, pour le schéma thérapeutique, il est quasi identique pour les deux molécules. À la première visite, on va poser le diagnostic d'œdème maculaire diabétique avec une acuité visuelle bien sûr inférieure à 7/10 et on va réaliser la phase d'induction qui est systématique. C'est une phase qui comprend 5 injections de produits à 1 mois d'intervalle, donc 5 injections durant les premiers 5 mois avec un contrôle mensuel de l'acuité visuelle à l'OCT. À la 5e visite, on va évaluer notre situation par rapport à l'acuité visuelle à l'OCT et on va classer notre patient en bon répondeur s'il y a une amélioration de l'acuité visuelle supérieure à 5 lettres avec une réduction de l'épaisseur maculaire centrale supérieure à 20%. Et on va évaluer l'acuité visuelle. Si elle est restée fluctuante entre les visites, on va continuer les injections jusqu'à avoir un plateau d'acuité visuelle, donc acuité visuelle stable, dans les 3 contrôles successifs. Et là, on va choisir notre protocole pour l'année. Donc, soit un PRN, c'est-à-dire qu'on va suivre notre patient tous les mois avec une injection chaque fois qu'on a une variation de l'acuité visuelle ou de l'OCT, ou bien le schéma tripindextant, et soit avec des intervalles raccourcis ou allongés en fonction de la baisse de l'acuité visuelle. Je vais expliquer tout à l'heure encore plus ces 2 protocoles. Alors, on arrête le traitement généralement la première année, mais on continue de surveiller. Si on a une baisse de l'acuité visuelle, on reprend les injections. Par contre, si notre patient est non répondeur, là, il n'y a aucune amélioration, c'est un échec.
soit qu'on va changer dans la même classe thérapeutique, soit qu'on va switcher vers une autre famille, les corticoïdes. Alors, pour l'Eylea, il a eu l'AMM en 2015. Il est efficace, oui, à la dose de 2 mg par mois. Alors, le protocole, c'est une phase d'induction, comme les deux produits qu'on a décrits, une injection tous les mois jusqu'à 5e mois, avec un contrôle mensuel, mais avec une phase de consolidation, soit une injection tous les 2 mois, et ceci durant la première année. Les visites entre les injections, pas nécessaire. On fait plutôt les contrôles au cours des injections, et à partir de la 2e année, ça va être en fonction de l'évolution. Alors, une question qui se pose, faut-il injecter tous les mois, tous les 2 mois? Ça a été discuté dans la littérature et on n'a pas trouvé de différence entre les deux produits. Donc, si on résume pour l'Eylea ou la Fibercept, donc la phase d'induction, 5 injections tous les mois pendant les 5 premiers mois, puis la phase de consolidation, donc injection tous les 2 mois pendant la première année. Et à partir de la 2e année, ça va être en fonction du suivi, en fonction de la variation de l'acuité visuelle et de l'OCT. Mais dans la vraie vie, on peut proposer un protocole plus adapté, plus facile. Oui, il y a quelques auteurs qui ont proposé un protocole un peu plus léger quant au suivi. Donc, on va injecter bien sûr la phase d'induction est univoque, donc tous les mois pendant les 5 premiers mois, et on va contrôler AM3, puis AM6, puis à partir de l'injection au 7e mois, on va espacer tous les 2 mois, toujours acuité visuelle OCT pour les injections, et à partir de M12, on va contrôler tous les mois, tous les 3 mois plutôt, et ceci en fonction, bien sûr, si on a une amélioration de l'acuité visuelle. Donc, ce qu'on recommande pour le maculaire diabétique, c'est de traiter intensivement la première année. Respecter la phase d'induction, donc 5 IVT, que ce soit pour la Fibercept ou pour le Lucentis et l'Avastin. On va contrôler notre patient au 5e mois et définir son profil. Si c'est un bon répondeur, on va continuer soit par PRN ou TRIT indextin. Si c'est un mauvais répondeur, il n'y a pas d'efficacité, on va switcher vers une autre famille. Et là, on va en parler tout à l'heure, l'intérêt de l'OCT pour ces mauvais répondeurs, les identifier, d'identifier aussi les biomarqueurs et plutôt commencer un traitement adapté pour ces patients. Mais que choisir entre Eylea, Lucentis et Avastin, il n'y a pas une grande différence, sauf si on part d'une acuité visuelle très abaissée. Là, il y a l'intérêt de l'Eylea. Alors, je passe aux corticoïdes, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a donc 3 types, le triamcinolone, dexaméthasone en implant et le Luvien. Alors, la triamcinolone, de plus en plus abandonnée en première intention, mais garde une place pour le traitement de l'œdème maculaire réfractaire en combinaison avec les anti-VEGF, avec une bonne amélioration de l'acuité visuelle, mais il faut surtout se méfier de l'hypertonie et de la cataracte. Alors, l'Ozurdex, oui, pour l'œdème maculaire diabétique réfractaire après échec aux anti-VEGF, ce qui définit les mauvais répondeurs. C'est quoi un mauvais répondeur? Un mauvais répondeur, c'est-à-dire un patient qu'on a injecté, on a fait la phase d'induction, mais il n'a pas eu de gain d'acuité visuelle ou une réduction de l'épaisseur maculaire centrale. Là, donc, il est mauvais répondeur. On va se baser sur l'OCT. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'OCT permet de détecter les biomarqueurs prédictifs de mauvaises réponses aux anti-VEGF, que ce soit la désorganisation des couches internes, les fossiles hyperréflectifs et l'altération des couches externes. Et de ce fait, initialement, si on a ces biomarqueurs à l'OCT, on peut injecter en première intention l'Ozurdex sans passer par les anti-VEGF. Alors, pour le Luvien, oui, dans les œdèmes maculaires diabétiques réfractaires, après anti-VEGF ou après Ozurdex, mais il faut surtout se méfier des hypertonies oculaires. Donc, si on résume, devant un œdème maculaire diabétique confirmé, toujours contrôler les facteurs systémiques. Alors, injecter, oui, que ce soit le Lucentis ou l'Eylea, surtout si l'acuité visuelle est très abaissée. Sinon, si ça ne marche pas, on switch. Alors, par contre, si à l'OCT, ça nous permet d'identifier les biomarqueurs et on trouve qu'ils sont supérieurs à 2, on peut aller directement vers l'Ozurdex. Donc, je finis le volet œdème maculaire diabétique par le cas de cette patiente âgée de 65 ans qui présente un œdème maculaire diabétique plus important de l'œil droit. On décide d'injecter. On voit bien que l'acuité visuelle est très abaissée, 3/10 avec épaisseur rétinienne centrale élevée. On injecte jusqu'à 10 injections d'Avastin. Pas d'amélioration. Toujours acuité visuelle inchangée, épaisseur rétinienne centrale inchangée. Et la patiente est mauvaise répondeuse à l'Avastin. On décide de switcher Kenacort
2 injections, mais ça reste également inchangé. Et là se pose la question, faut-il chez ces patients identifier les facteurs prédictifs de mauvaise réponse et bien sûr, là, commencer par les corticoïdes. Je passe maintenant à la DMLA. Alors, les IVT dans la DMLA, il y a plusieurs protocoles qui ont été publiés dans la littérature. Il n'y a pas de protocole standard. Je vais essayer, au fur et à mesure qu'on avance, d'expliquer ces différents protocoles. Les anti-VEGF, c'est connu. L'Eylea, Lucentis et Avastin, d'autres sont en cours d'essai. Alors, pour le protocole fixe, c'est une phase d'induction, cette fois, de 3 injections tous les mois pendant les 3 premiers mois. Puis, on va continuer les injections tous les mois, sinon tous les 2 mois, de façon systématique. Bon, on voit bien que ce protocole est quand même encombrant, il n'y a pas vraiment un intérêt thérapeutique et ça donne plus de complications. Par contre, le protocole flexible à la demande, ou PRN, alors c'est quoi? C'est une phase d'induction de 3 injections mensuelles, puis on va injecter chaque fois qu'on a une activité néovasculaire. C'est-à-dire qu'on va contrôler tous les mois, mais on n'injectera que s'il y a une activité néovasculaire, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle, un OCT avec augmentation de l'épaisseur maculaire centrale ou l'hémorragie maculaire. Oui, bon résultat, mais c'est toujours encombrant. Alors, il y a les autres protocoles, le protocole évolutif, le treat and extend, qui paraît le plus adapté à la vraie vie. Alors, je m'explique. Toujours la phase d'induction, donc L1, L2, L3, donc troisième injection L3, oui, on va contrôler et injecter. Donc, on contrôle à 6 semaines, donc on ajoute 2 semaines. L4, on va injecter et contrôler. Si on a eu une bonne amélioration, on va allonger. Donc, de 2 semaines. Donc, on contrôlera à 8 semaines et on injecte. Sinon, on va retourner à 4 semaines. Donc, à L5, on contrôle et on injecte. Si c'est toujours bon, on allongera de 2 semaines, donc c'est 10 semaines. Si c'est mauvais, on va retrancher. Donc, ça paraît beaucoup plus adapté à la vraie vie. Le deuxième protocole évolutif, c'est l'observant plane qui va dépendre de l'intervalle de réinjection par rapport au délai de réactivation exudative. C'est-à-dire que toujours la fin d'induction, puis au 3e mois, on va estimer. S'il y a toujours une activité néovasculaire, on va réaliser une deuxième série de 3 IVT. Si c'est un bon contrôle, là, on va allonger donc, de 2 semaines et on va injecter. Si c'est mauvais, on va injecter une fois. Et après, on va contrôler 4 semaines. Donc, s'il y a plus d'activité néovasculaire, on va allonger. Donc, ça rejoint un peu le treat and extend. Sinon, on va continuer les injections jusqu'à assèchement. Alors, un autre protocole qui est publié par la Fédération France Maculaire en 2017 et qui se base sur 3 phases. Donc, une phase d'induction commune à tous les protocoles, puis une phase d'observation, c'est-à-dire que les auteurs ont observé le patient de 6 à 9 mois, tous les 4 à 6 semaines, ce que ils ont appelé le PRN personnalisé, ce qui leur a permis d'individualiser dans leur population les bons répondeurs et les mauvais répondeurs en fonction des injections et en fonction du développement de la fibrose maculaire. Le dernier protocole que je vais expliquer, c'est le protocole publié en 2018 et qui est intéressant et qui se base sur la forme initiale de la DMLA. Alors après la phase d'induction toujours commune, on va évaluer le patient. S'il n'y a pas de fluide, on va se référer à la forme initiale. Si c'est un DSR avec un DPV, là on va continuer avec un treat and extend ou un observant plane. Si un DEP, c'est plutôt un treat and extend ou un PRN. Si c'est d'autres morphologies, on va choisir le treat and extend. Si au contraire, il y a toujours un fluide résiduel après la phase d'induction, on va continuer les injections tous les mois jusqu'à la première année. Si c'est un assèchement, tant mieux, on revient vers le treat and extend. S'il y a toujours du liquide persistant, là, on va continuer les injections jusqu'au assèchement, sinon on va switcher. Alors en pratique, quand est-ce qu'on va retraiter? On va retraiter chaque fois qu'on a un fluide persistant. C'était une augmentation de l'épaisseur maculaire centrale à 100 microns, une perte de l'acuité visuelle de 5 lettres, des néovaisseaux classiques nouveaux ou l'apparition d'hémorragie maculaire. Y a-t-il une différence entre les produits? Non, sauf pour l'Eylea, si on commence par une acuité visuelle initiale très abaissée. Alors, tenir toujours compte des facteurs pronostiques prédictifs de la réponse thérapeutique, c'est-à-dire identifier les facteurs de bons et de mauvais pronostics. Alors, de bons pronostics, les néovaisseaux de taille inférieure à 4 diamètres papillaires, un âge jeune, néovaisseaux de type 3 et à l'OCT, un DSC ou un DPV. Les facteurs de mauvais pronostics sont le sexe masculin, l'âge avancé, le type 1 et à l'OCT, la présence de logette cystique, le décollement de l'EP, anomalie de l'interface vitréomaculaire, les fossiles hyperréflectives
et l'interaction des couches externes. Donc, ce qu'on retient à la fin, c'est que un schéma fixe ne convient pas à tous les patients. On ne peut pas prédire du nombre d'injections qui seront nécessaires à chaque patient. Il n'est pas bon de laisser la baisse de l'acuité visuelle s'aggraver. Il n'est pas utile non plus d'injecter un patient sec et stable. Et le schéma treat and extend paraît le plus adapté à la vraie vie. Je vous remercie. Merci, professeur Amous, pour cette brillante communication. Et on retrouve notre cher Égyptien, professeur Ihab Saad Othman, pour nous parler d'un sujet très important, les exsudats maculaires chez les sujets jeunes. Chers collègues, mesdames et messieurs, le sujet de la communication d'aujourd'hui est les œdèmes maculaires et exsudatifs chez l'âge pédiatrique. Comment faire le diagnostic et la prise en charge. Les exsudats dans la maladie de Coates va être présenté dans ce petit garçon de 3 ans, qui est présenté avec des exsudats maculaires, un décollement exsudatif de la rétine, et on peut voir et discerner les télangiectasies en périphérie. La fluo montre les amas d'ischémie en périphérique et les vaisseaux télangiectatiques. Et on voit aussi en périphérique les télangiectasies rétiniennes qui représentent le décollement exsudatif de la rétine et les exsudats sous-rétiniens. Les critères de la maladie sont les télangiectasies rétiniennes, les exsudations et décollements de la rétine et la non-perfusion capillaire. En 2010, on a publié sur le BGO notre expérience dans 15 cas consécutifs et on a pu atteindre une vision comparable ou supérieure dans la majorité des cas avec ce qu'on fait comme traitement. Ce petit garçon de 4 ans présenté avec une xanthochorie, pas une leucochorie. Le fond d'œil montre une nodule grisâtre à la macula, des exsudats et un décollement exsudatif inférieur de la rétine qui présentait un décollement chronique. Et la fluo montre les vaisseaux télangiectatiques et la non-perfusion capillaire de la périphérie qui est un point très important dans le diagnostic de la maladie de Coates. Alors, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, 2009, les cas montés de 2 à 3 ans avant la publication, c'est qu'on a injecté le triamcinolone, 4 mg, comme un anti-VEGF, un anti-inflammatoire et anti-VEGF. Et au bout d'un mois, de 3 semaines à un mois, le décollement exsudatif disparaît complètement. À ce temps-là, on peut faire un laser en périphérique pour les souches capillaires qui ne sont pas perfusées en périphérique. Alors, l'injection initiale permet de mettre la rétine à plat et puis le laser en périphérique peut régler le problème d'ischémie rétinienne. Alors, pour les stades avancés, les stades 5, il y a toujours la télangiectasie rétinienne qui est bien visible en périphérie et qui peut indiquer le signe unique de faire le diagnostic de Coates, ce qui est très important. Ce qu'on faisait à ce temps-là, et ce qu'on fait toujours aujourd'hui, encore une fois, en chirurgie, d'être très certain que les vaisseaux télangiectatiques sont présents. Ça fait une grosse différence entre le rétinoblastome et la maladie de Coates. Et les vaisseaux télangiectatiques, en ce moment-là, se dilatent et se rétractent en même temps. Les vaisseaux qui nourrissent des cancers se dilatent d'une façon continue. Et c'est une grande différence, un grand point de différentiel entre les deux maladies. On peut voir et discerner la maladie de Coates en ce moment-là. Ce qu'on fait, c'est en infratemporale une exérèse chirurgicale de la sclère
90% de la sclère et on l'enlève carrément. Et on absorbe le fluide sous-rétinien d'une façon très contrôlée par introduire cette sonde et on absorbe le fluide sous-rétinien d'une façon très contrôlée en perfusant le segment antérieur. Il y a toujours perfusion de la chambre antérieure. On voit le contenu qui est plein de cholestérol sous-rétinien. On voit 3 cm cubes, qui est une quantité énorme de fluide sous-rétinien. Et voilà, la rétine est à plat. À la fin de l'intervention, on injecte le triamcinolone maintenant à 2 mg. Et voilà, en péropératoire, comment le fond d'œil apparaît à la fin de l'intervention. Au bout d'un mois, quand la rétine est tout à plat, on réintroduit soit en clinique, si le garçon le permet, soit anesthésie générale, encore une fois, et on fait le laser pour le traitement de la non-perfusion en périphérique. Alors, cette intervention précoce dans la maladie de Coates pouvait sauver l'œil et la vision. Le 4 mg était associé à une cataracte qui apparaissait au bout d'un an. Alors, on a décidé d'utiliser seulement 2 mg. Et Coates, la maladie de Coates est associée à un CNVM sous-maculaire. Le nodule grisâtre représente un CNVM. Pour faire une différence entre le décollement exudatif et le décollement non exudatif, alors comme les manifestations, le fluide sous-rétinien se déplace. Alors si le patient se lève, on voit que le fluide sous-rétinien va en périphérique sous l'effet de la gravité. Alors, une autre maladie peut être présentée pour les maculas exudatifs, et c'est toujours en périphérique, mais en ce cas-là, la maladie de von Hippel-Lindau présente avec des masses en périphérique, masses vasculaires, les hémangioblastomes rétiniens périphériques. On peut voir ici des exudats centrales, des petits amas tumorales au bout des vaisseaux et une grande tumeur en périphérique qui représente un hémangioblastome de taille importante. On voit toujours les ischémies, la non-perfusion capillaire qui est toujours un caractéristique de cette maladie. Autre présentation, des cas qui représentent un hémangioblastome capillaire rétinien qui peut être solitaire ou bien dans l'état de la maladie de von Hippel-Lindau. Alors, qu'est-ce qu'on fait si les hémangioblastomes sont non actifs? On peut mettre le patient en suivi. Si on doute la maladie de von Hippel-Lindau, il faut vraiment faire un bilan systématique, un scanner au cerveau sans contraste, échographie abdominale, et on a tout ce qu'on peut faire pour la suivi des patients, soit observation, soit traitement par laser, cryothérapie. La cryothérapie est importante pour les hémangioblastomes qui sont larges, chirurgie vitréo-rétinienne et autres interventions comme l'injection intrarétinale d'Eylea ou des anti-VEGF. Alors, les questions qui peuvent être posées quand on voit un hémangioblastome qui manifeste avec un exudat sous-maculaire chez les jeunes, est-ce qu'on va traiter ou non et quel est le type de traitement? La cryothérapie est une façon de traiter la maladie pour les tumeurs en périphérie qui sont actifs et pour garder une vision saine à 10 dixièmes.
La seule indication, la seule justification est d'être la tumeur soit moins que 3 mm pour qu'on peut appliquer la cryothérapie sur la tumeur. On utilise le double freeze thaw, on utilise 2 fois la cryoapplication par tumeur, et on peut combiner ça avec une injection d'anti-VEGF ou bien de triamcinolone. L'option inclut la cryothérapie pour les tumeurs plus grosses et plus épaisses, et on a l'application de la plaque et pour délivrer 18 à 20 degrés à l'apex tumoral. Ça peut couvrir des tumeurs larges jusqu'à 5 à 6 mm de profondeur. Le laser qui peut être aussi utilisé, le verre d'argon, et on fait l'application soit par induire une brûlure conflictuelle provoquant un blanchiment ou un blanchiment sur l'ensemble de l'angiome. C'est de façon où on utilise le laser à argon. Voilà, cette tumeur n'est pas très épaisse, 2,5 mm, 3 mm maximum. On peut faire l'application de laser et traiter l'artère qui va vers la tumeur et le pourtour de la tumeur. On voit ici aussi une autre tumeur petite tumeur traitée en périphérique par le laser à argon. Cette jeune dame a présenté avec des exsudats maculaires, un hémangioblastome qui a été traité par laser répétitivement et un autre en périphérie qui a été traité par thermothérapie. Et on voit la non-perfusion de la tumeur en périphérie. On voit les petits amas d'hémangioblastomes ici et là-bas qui ne sont pas symptomatiques, et on peut faire une suivi. Après traitement, on voit clairement l'apaisissement de l'édème maculaire au bout de la suivi de la patiente. La curithérapie peut être utilisée pour les tumeurs plus épaisses. On fait l'application de la plaque. Ce qu'on a en Égypte, c'est les plaques de ruthénium, et on utilise pour les tumeurs jusqu'à 4 à 5 mm, 6 mm d'épaisseur ou de profondeur. Et on voit ici carrément la tumeur qui était active, très active, et après la curithérapie, on voit l'activité qui sera réduite par la thrombose induite par le ruthénium, la plaque de ruthénium. Parfois, après contrôler les hémangioblastomes, il y a toujours une réaction fibreuse qui nécessite une intervention par vitrectomie. Alors, cette jeune femme de 30 ans avait été traitée par curithérapie. Il y avait toujours des membranes épérétiniennes qui induisaient une traction maculaire importante. On a décidé de faire une vitrectomie à ce moment-là, et on voit les membranes épimaculaires, le tissu fibreux, qui n'est pas très actif, il n'y a pas d'éléments vasculaires importants, et on peut effectuer une vitrectomie et ménager aussi la membrane épérétinienne d'une façon presque complète. Ici, l'hémangioblastome a été traité auparavant. Voilà les résidus des amas de la tumeur traitée par curithérapie, qui n'est pas actif du tout. Et on peut faire un petit peu de laser pour contrôler la périphérique. On continue à la pars plana, et on a un pôle postérieur qui est presque parfait dans cette jeune femme traitée de la maladie de Coates. Elle a récupéré une vision importante. La traction était totalement effacée, et on a pu récupérer une vision importante dans cette patiente-là. La suivi du von Hippel-Lindau avec des angiomes rétiniens monte jusqu'à l'âge de 60 ans, parce que au fur et à mesure, les patients peuvent développer des hémangiomes du cérébellum, carcinome rénal, hémangiome de la moelle épinière et des phéochromocytomes qui peuvent aussi être d'une façon systématique. On doit voir et chercher les autres manifestations
du gène 3P25 pour identifier les hémangiomes rachidiens ici, des kystes, des carcinomes rénales on peut les démontrer dans des patients plus âgés, des hémangioblastomes du cérébellum qui peuvent être très dangereux et qui apparaissent aussi d'une façon importante quand la femme est enceinte ou bien après accouchement, des tumeurs du sac endolymphatique. Il faut vraiment faire une suivi très importante pour déchiffrer, pour montrer les complications et la suivi établi dans ces patients-là. Les raisons de mortalité, les causes de décès sont le carcinome rénal, les hémangioblastomes du cérébellum et avec un taux de survie d'une moyenne de 99 ans. On a toujours une fréquence à la suivi, une fréquence des maladies. Il y a toujours ce tableau qu'on a dans les cliniques pour savoir et pour se rappeler comment on fait pour récupérer et faire la suivi parfait des patients. Les lésions inflammatoires, dans ce cas-là, la Toxocara a été présente avec un granulome central, un décollement exsudatif de la macula chez cette jeune fille de 13 ans qui présentait auparavant une pneumonie mycoplasme récente qui est résolue et on peut voir le granulome dans l'œil droit. Le segment antérieur était parfait, il y avait une petite vitrite sur le granulome et voilà une autre image de décollement exsudatif de la macula et avec un granulome rétinien qui démontrait le Toxocara avec un IgG très élevé. C'est une maladie de chiots, quand on a des chiots à la maison, et il peut présenter d'un amas de communication, de présentation, un taux de présentation avec une masse granulomateuse qu'on a démontré, avec une vitrite, avec un ligament falciforme ou un décollement tractionnel de la rétine. Dire aussi l'inflammation dans les cas actifs. Les granulomes isolés présentent une masse localisée avec des marches discrètes. Il est ombiliqué avec des vaisseaux rétiniens plongeant dans la masse qui forment une anastomose rétino-choroïdienne. Si on a des doutes dans des cas similaires, est-ce que c'est un granulome, est-ce que ça peut présenter un rétinoblastome, 2 à 3 semaines de suivi peuvent bien confirmer le rétinoblastome et où la tumeur vraiment croît d'une façon importante et la lésion se montre et se manifeste avec toute calcification dans la tumeur, la rétinoblastome. Le toxoplasmose congénitale peut présenter avec des cicatrices maculaires et parfois elle peut être active. Il y a d'autres manifestations comme l'hydrocéphalie, l'épilepsie, des infections sont acquises aussi des chiots. Il y a toujours la liste des manifestations oculaires, soit du segment antérieur, soit du segment postérieur. La cicatrice maculaire est très ennuyante parce qu'il y a une perte visuelle importante à ce temps-là. Il y a toujours la vitrite ou bien les lésions granulomateuses dans le cadre des panuveites chez les enfants jeunes, chez les néonés. Ça peut représenter une roubiole ou bien un cytomégalovirus. Ce patient-là, il était à 1 mois présenté cette lésion-là, on ne savait pas ce que c'était, et puis ça a augmenté avec une vitrite importante et a fini à part un ligament falciforme de la rétine. Si on voit ça en dernier temps, au bout de quelques mois, par une ésotropie ou un strabisme de cet œil-là, et on ne peut pas parfois voir ce qui s'est passé en antécédent. Alors, c'est une inflammation due au Toxocara qui n'a pas été traitée à ce moment-là. La rétinite à cytomégalovirus représente, si elle est transmise de façon congénitale, des exsudats maculaires et une choriorétinite active ou pas active
si le diagnostic n'était pas proprement fait. En terminant, la rétinite pigmentaire chez les sujets jeunes peuvent être présentées avec des exsudats à la macula et un œdème maculaire cystoïde, et on utilise les collyres de dorzolamide topique à 1%, 3 fois par jour, et ça peut vraiment apaiser le décollement de rétine au bout de 3 à 4, 5 mois parfois, et ça a une amélioration où le patient peut montrer qu'il voit mieux les détails quand il lit ou bien quand il voit de loin. Alors, le dorzolamide du topique peut bien apaiser l'œdème maculaire chez la rétinite pigmentaire. On peut voir la différence, aussi la différence de manifestation d'œdème maculaire avant et après l'utilisation des collyres dorzolamide. Et voilà. On a présenté dans cette communication les plus importantes sémiologies des œdèmes maculaires et exudatifs dans l'âge pédiatrique et comment faire le différentiel. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Ihab Saad, pour cette riche communication. La choriorétinite séreuse centrale garde toujours son secret physiopathologique et thérapeutique. Docteur, mon cher ami, docteur Moden va nous éclaircir ce point. Bonsoir tout le monde, chers maîtres, chers confrères, bonsoir. Très heureux de vous revoir une autre fois. Un grand merci aux organisateurs de l'AOPA et sans trop tarder, on va essayer de voir ensemble les nouveautés physiopathologiques et thérapeutiques de la choriorétinopathie séreuse centrale. Les progrès récents en imagerie multimodale ont permis de mieux analyser la choriorétinopathie séreuse centrale et de la classer parmi les pachychoroïdes. Le but de notre travail est de montrer l'apport de l'OCT dans le diagnostic de la CRSC et d'expliquer les différentes étapes de sa prise en charge. Aujourd'hui, la CRSC se définit par un DSR central associé à un ou plusieurs décollements de l'épithélium pigmentaire et une augmentation de l'épaisseur choroïdienne mesurée à l'OCT. Cette CRSC a rejoint le groupe des pachychoroïdes qui sont définis par un épaississement focal au diffus de la choroïde mesuré à l'OCT swab source qui sera supérieur à 280 microns, une dilatation des vaisseaux de la couche de Haller à l'origine d'une hyperperméabilité choroïdienne. Le spectre des pachychoroïdes regroupe plusieurs phénotypes. On a les pachychoroïdes associés à la CRSC, les pachychoroïdes associés à des altérations de l'épithélium pigmentaire rétinien, les pachychoroïdes néovasculaires avec des néovaisseaux de type 1, les excavations choroïdiennes et les vasculopathies polypoïdales. La choriorétinopathie séreuse centrale touche surtout les hommes jeunes. Un médicament qui déclenche souvent cette maladie, c'est la corticothérapie. Ça touche les sujets anxieux avec des personnalités de type A, les sujets ayant des altérations du cycle de sommeil. Certains médicaments sympathomimétiques comme le Viagra ont été incriminés dans le déclenchement de cette pathologie. Cliniquement, on a essentiellement deux formes. La forme aiguë qui se résorbe généralement dans 3 à 4 mois avec un bon pronostic visuel, et les formes chroniques appelées ERD avec de multiples altérations de l'épithélium pigmentaire, une baisse de l'acuité visuelle progressive, une altération rétinienne et un grand risque de développer un nouveau vaisseau sous-rétinien. Cliniquement, la CRSC typique se présente par une bulle translucide de décollement séreux rétinien avec un angiofluo, un point de fuite qui augmente dans le temps et dans l'espace,
L'OCT montre ce décollement séreux rétinien avec un épaississement de l'épaisseur choroïdienne. On voit ici la première observation d'un homme de 42 ans présentant une CRSC aiguë au niveau de l'œil gauche avec une baisse de l'acuité visuelle à 2/10. L'OCT montre ce DSR avec ce DEP rétrofovéolaire. La mesure de l'épaisseur choroïdienne montre un épaississement choroïdien à 400 microns. Une autre observation d'un homme toujours de 45 ans présentant une CRSC récurrente au niveau de l'œil droit. Le mapping choroïdien montre un épaississement choroïdien à 350 microns avec une dilatation des vaisseaux choroïdiens que vous voyez sur ces images. Sur l'œil contralatéral, le mapping choroïdien aussi montre une pachychoroïde à 340 microns. Un autre cas d'une CRSC chronique en ERD avec un décollement inhomogène de l'épithélium pigmentaire, une atrophie rétinienne avec une DSR. Le mapping choroïdien lui montre un épaississement choroïdien à 340 microns avec une dilatation vasculaire sur toute la choroïde. Un autre cas de 40 ans présentant une CRSC chronique. La chronicité ici s'exprime surtout par un allongement des articles externes des photorécepteurs avec, à la mesure de la choroïde, de l'épaisseur choroïdienne, une pachychoroïde. Un homme de 44 ans avec une CRSC chronique, on voit sur ces images une dilatation des veines choroïdiennes avec un épaississement choroïdien important. Montré ici sur ces coupes OCT, un allongement des articles externes des photorécepteurs témoignant de la chronicité de la maladie, avec ces fipèdes ou ce décollement irrégulier de l'épithélium pigmentaire. Dans ces situations, notez l'importance de risques élevés de développer des nouveaux vaisseaux sous-rétiniens. Un autre cas de CRSC chronique avec une atrophie rétinienne, une dégénérescence microkystique de la rétine et toujours un épaississement choroïdien mesuré à l'OCT. Ce cas particulier d'un sujet de 42 ans présentant une baisse de l'acuité visuelle à 1/10 P8, la lampe à fente, l'examen à la lampe à fente était normal et on voit sur son fond d'œil une bulle de DSR translucide avec cette tache jaune centromaculaire. Les diagnostics évoqués devant cette situation étaient le foyer choriorétinien, maladie de Best, nouveau vaisseau sous-choroïdien, nouveau vaisseau choroïdien et la CRSC atypique. On voit sur l'autofluo qu'il n'y avait pas d'autofluorescence. Pardon. L'angiofluo montre un point hyperfluorescent qui augmente dans le temps et dans l'espace avec un remplissage progressif de la bulle de DSR. Sur l'OCT, les coupes OCT montrent un DSR ici, décollement séreux rétinien, avec un DEP, une exsudation hyperréflective sous-rétinienne, et on remarque un respect de l'architecture rétinienne qui est normale. L'OCTA ne trouve pas de nouveau vaisseau choroïdien et on conclut à une CRSC à liquide trouble ou à fibrine qui le premier cas a été décrit en 2015 par une équipe japonaise. Dans notre cas, on voit ici la pachychoroïde avec un épaississement à 400 microns, l'exsudation de fibrine et ce DEP et ce DSR. Le côté contralatéral, lui aussi, présentait une dilatation des veines choroïdiennes avec un épaississement choroïdien. Il existe un point commun pour les différentes formes et variantes phénotypiques, qu'elles soient CRSC classique, CRSC chronique ou CRSC à fibrine, c'est l'épaississement choroïdien appelé pachychoroïde. Pour le diagnostic différentiel, chez le sujet jeune, on évoque surtout le décollement séreux rétinien des fossettes colobomateuses de la papille. Chez la femme enceinte, la toxémie gravidique. Les sujets âgés, c'est surtout les nouveaux vaisseaux choroïdiens. Et chez le myope, la macula bombée.
Sur cet exemple, on voit un décollement inhomogène de l'épithélium pigmentaire avec un DSR ici, et cette zone hyperréflective sous l'épithélium pigmentaire. Et il s'agit à l'OCTA, cet hypersignal ici qui montre la présence d'un nouveau vaisseau sous-rétinien ou un vaisseau choroïdien de type 1. Sur cet exemple, je suis une femme de 46 ans avec une myopie modérée, une baisse d'acuité visuelle à 2/10 et on voit sur les coupes OCT un DSR centromaculaire. L'OCTA ne montre pas de nouveau vaisseau choroïdien. Et si on change de coupe, on voit cet aspect de macula bombée chez cette myope. Pour le traitement, c'est essentiellement la surveillance, surtout l'éviction des facteurs de risque, les critères de traitement ou qui traiter. On traite les DSR au-delà de 4 mois, les DSR récurrents, les patients présentant une baisse d'une acuité visuelle importante. Les moyens utilisés, on a surtout les lasers qu'ils soient focales, PDT et le laser micropulse. On a les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes, à savoir le spironolactone ou l'aldactone, et des régulateurs du sommeil comme la mélatonine. La photocoagulation au laser. Le laser focal s'adresse essentiellement pour les points de fuite extrafovéales. On utilise pour ce traitement, il faut se baser sur les clichés précoces de 15 secondes. On réalise 2 à 5 impacts avec un temps d'exposition à 0,02 secondes et une taille de spot à 100 microns. La photothérapie dynamique, comme deuxième moyen de traitement, reste le traitement de référence. La PDT réduit, elle, l'hyperperméabilité vasculaire choroïdienne et permet un remodelage vasculaire. Pour le protocole, on utilise un protocole à demi-dose, demi-fluence et demi-temps. Le laser micropulsé, lui, il améliore l'efficacité de pompage de l'épithélium pigmentaire. Ce laser sera focalisé essentiellement sur les zones hyperfluorescentes et sur le DSR à l'OCT. Sur le plan technique, ça sera des spots à 160 microns, des impacts confluents avec un temps d'exposition de 0,02 secondes. Il faut des lentilles adaptées comme l'Area Centralis. On voit ici la focalisation, le spacing qui est à 0 et les différents paramètres, avec l'Area Centralis, un diamètre à 160, un temps de traitement du cycle à 5% et un temps d'exposition à 0,02 secondes. Sur ce patient, traité à notre niveau, on voit ici, traité par laser micropulse, on voit sur le follow-up une bonne amélioration après 3 mois. Le traitement médical. On utilise surtout les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. À notre niveau, on utilise essentiellement l'aldactone. On commence par 25 mg par jour la première semaine, puis passer à 50 mg par jour pendant 3 mois, avec bien sûr une surveillance de l'ionogramme à G0, M1 et M3. On utilise aussi la mélatonine à 2 mg afin de réguler le sommeil. Dans la littérature, on peut avoir des guidelines qui peuvent orienter la démarche thérapeutique. Devant une CRSC, c'est surtout, l'éviction des facteurs favorisants. Avant 3 mois, c'est la surveillance. Après 3 mois, on essaye de localiser le point de fuite. S'il est extrafovéolaire, on réalise un laser focal. S'il est rétrofovéolaire, soit c'est la PDT demi-temps, demi-fluence, demi-dose ou le laser micropulse. En conclusion, on dira que la CRSC se définit aujourd'hui par un décollement séreux rétinien associé à un ou plusieurs décollements de l'épithélium pigmentaire et une augmentation de l'épaisseur choroïdienne. Le traitement passe essentiellement par la détection et l'éviction des facteurs favorisants. Le laser focal, lui, est proposé en présence d'un point de fuite extrafovéolaire.
La PDT et le laser micro-pulse sont indiqués chez les patients avec un point de fuite central. Les antagonistes des minéralocorticoïdes trouvent aujourd'hui une place primordiale dans l'arsenal thérapeutique. Merci pour votre attention, en espérant vous revoir prochainement dans des congrès en présentiel. Merci, au revoir. Espérons, docteur Mouden, merci beaucoup pour votre excellente communication avec une intéressante iconographie. Donc, j'appelle notre cher ami docteur Bounsis pour nous présenter le traitement chirurgical de l'œdème maculaire diabétique. À vous la parole, docteur Bounsis. Chers penseurs, chers confrères, je voudrais vous parler du traitement chirurgical de l'œdème maculaire diabétique. En plus des chiffres alarmants de la progression du diabète dans le monde, il faut savoir que l'œdème maculaire diabétique représente la principale cause de baisse de l'acuité visuelle chez le patient diabétique. De plus, c'est la première cause de cécité chez les patients de moins de 50 ans. Dans les années 80 et 90, plusieurs études, dont celle de Stephenson, ont suggéré un lien entre vitrée et œdème maculaire. En 1992, une première étude a été publiée, celle de Lewis, et qui montrait l'intérêt de la vitrectomie chez 10 patients diabétiques avec œdème maculaire d'une part et une hyaloïde postérieure tendue et brillante d'autre part, avec une amélioration anatomique et fonctionnelle dans 9 cas, c'est-à-dire 90% dans cette série. Il faut souligner le rôle central de l'OCT dans la prise en charge de l'œdème maculaire diabétique. Il permet de mettre en évidence la participation ou non de la hyaloïde postérieure dans sa pathogénie. De quel type d'œdème maculaire parle-t-on? Eh bien, il y a l'œdème maculaire par traction vitréenne, il y a l'œdème maculaire non tractionnel, sans composante tractionnelle, et le cas particulier de l'œdème maculaire avec membrane épimaculaire. L'œdème maculaire diabétique associé à une traction vitréomaculaire est une forme rare d'œdème maculaire. Il concerne moins de 5% des œdèmes. Elle se définit par un sommet de l'œdème en OCT qui est situé au niveau ou en dessous de la hyaloïde postérieure qui est partiellement décollée. Cette hyaloïde postérieure peut être normale ou épaisse comme l'a décrite Lewis dans son étude. L'adhérence peut être unique ou multiple. Elle peut être focale avec un sommet rétinien aigu. Elle peut être plus large, plus étendue, réalisant un aspect en toit de pagode. Elle peut être isolée ou associée à une membrane épimaculaire. Ce type d'œdème maculaire est la seule indication réelle de chirurgie. La vitrectomie avec ablation de la hyaloïde postérieure permet des résultats durables tant du point de vue anatomique que fonctionnel. L'indication de la vitrectomie doit être portée devant toute baisse de l'acuité visuelle significative, c'est-à-dire dès que l'acuité diminue en dessous des 5 dixièmes. Elle se voit surtout dans la rétinopathie diabétique inactivée par une photocoagulation pont-rétinienne. Dans ce cas, injecter un anti-VEGF ou réaliser du laser ne donne aucun résultat. La technique chirurgicale repose sur la vitrectomie avec séparation de la hyaloïde postérieure de son attache maculaire. Cette attache est habituellement très forte. C'est pour cela que ce geste doit être doux et prudent pour éviter de créer un trou lamellaire. S'il y a une membrane épimaculaire associée, elle devra être enlevée en bloc avec la hyaloïde postérieure. Les résultats de la vitrectomie, lorsque les critères d'inclusion sont respectés, sont assez concordants et montrent une amélioration anatomique qui est constatée sur l'épaisseur centrale de la rétine, avec amélioration en parallèle de la fonction visuelle. Voici une vidéo de la vitrectomie sur un œdème maculaire tractionnel. On voit qu'il y a une PPR assez extensive. Après la vitrectomie centrale, je réalise la séparation de la hyaloïde postérieure grâce à l'aspiration du vitréotome ici en 23 gauge, réglé sur 500 mm de mercure. Cette séparation doit être, comme je l'ai dit, prudente pour éviter de créer un trou lamellaire. Voici le moment de la séparation de la hyaloïde postérieure au niveau maculaire. Ensuite, on continue la vitrectomie pour compléter cette vitrectomie, tout en étant progressif et doux pour éviter de créer des déchirures rétiniennes en moyenne périphérique. Et dans ce cas-là, j'ai fini par réaliser un pelage de limitantes internes.
Voici le cas d'un patient de 61 ans qui a eu une PPR avec une baisse d'acuité visuelle qui dure depuis une année. L'acuité visuelle initiale était 1/10 et voici l'aspect en post-opératoire avec une amélioration nette du profil fovéolaire et une amélioration de la fonction visuelle à 4/10. Patient de 64 ans, PPR, baisse d'acuité visuelle depuis 18 mois. L'acuité visuelle initiale était à 3/10, elle remonte à 6/10 en post-opératoire. Patient de 74 ans, PPR également, œdème maculaire tractionné depuis 8 mois. L'acuité visuelle remonte de 3 à 5/10 en post-opératoire avec une amélioration du profil fovéolaire là aussi. Les résultats chirurgicaux semblent stables dans le temps, mais la vitrectomie doit être réalisée de façon précoce dès que l'acuité visuelle descend en dessous de 5/10 et dans les formes récentes d'œdème maculaire tractionné. Il faut savoir surveiller les patients diabétiques après une PPR. C'est dans ces cas-là que l'on retrouve le plus d'œdème maculaire tractionné. Il y a généralement peu d'amélioration dans les formes anciennes d'œdème maculaire tractionnel et, comme j'ai dit au départ, il faut souligner l'intérêt majeur de l'OCT dans la prise en charge de cette pathologie. Plusieurs études se sont poursuivies après celle de Lewis, ont été publiées depuis 1992. Elles ont toutes montré une amélioration du profil fovéolaire en post-opératoire avec une amélioration parallèle de la fonction visuelle. Je passe maintenant à l'œdème maculaire non tractionnel. C'est le cas de tous les œdèmes maculaires sans traction vitréomaculaire. Dans les études publiées, les indications de vitrectomie sont variables, soit vitrectomie de première intention, soit vitrectomie après échec des autres traitements. La vitrectomie est parfois le seul geste, ou alors elle peut être associée à un pelage de limitante interne, une injection de cortisone ou d'anti-VEGF, ou une photocoagulation, soit panrétinienne ou focale sur des microanévrismes. Ces études ont été le plus souvent réalisées de façon rétrospective. Elles ont été réalisées aussi avant l'avènement des anti-VEGF et elles portaient surtout sur des œdèmes maculaires réfractaires à une photocoagulation, soit focale, soit en grille. Et les résultats anatomiques étaient habituellement bons, mais ils étaient décevants sur le plan fonctionnel. La vitrectomie, dans ces cas-là, a été proposée au début des années 80 avec l'étude d'Otani en 2002, puis en 2003, les études de Yamamoto et de Pascal Massin. Et on voit cette amélioration du profil fovéolaire en post-opératoire immédiat, mais malheureusement avec une reprise évolutive dans les mois qui suivent. Voici le cas d'un patient de 59 ans, PPR également, 5 IVT, œdème maculaire depuis 3 ans. Il présentait une acuité visuelle au départ de 1/50e et en post-opératoire, malgré une amélioration du profil fovéolaire à l'OCT, l'acuité visuelle n'est remontée qu'à 1/10e, c'est-à-dire très peu. Maintenant, pour ce qui est du cas particulier de l'œdème maculaire avec membrane épimaculaire, le mécanisme incriminé est une traction tangentielle due à la membrane épimaculaire. Les résultats sont généralement moins bons et l'indication est portée surtout devant l'absence de réponse aux anti-VEGF. Voici le cas d'une patiente de 63 ans, œdème maculaire depuis 3 ans, 4 IVT d'anti-VEGF. L'acuité visuelle est remontée de 2/10 à 5/10 en post-opératoire avec là aussi amélioration du profil fovéolaire. Patient de 61 ans, PPR, œdème maculaire ancien, avec une amélioration d'acuité visuelle de 1/10 à 4/10 en post-opératoire. Patient de 59 ans, PPR, 3 IVT d'anti-VEGF, œdème maculaire depuis 2 ans. L'acuité visuelle est restée basse et stable à 1/10, 1 an et à 2 ans post-opératoire, malgré une légère amélioration du profil fovéolaire. Comment agit la vitrectomie? Eh bien, après la vitrectomie, la teneur en oxygène dans la cavité vitréenne augmente et la concentration en VEGF diminue. Ceci peut potentiellement diminuer la perméabilité vasculaire et stimuler la vasoconstriction avec réduction concomitante du flux sanguin, empêchant ainsi la formation d'œdème maculaire. Les variations de la pression osmotique et oncotique dans la cavité vitréenne pourraient également favoriser la résorption de l'œdème maculaire. Mais il faut savoir que des dommages irréversibles sur les photorécepteurs peuvent se voir dans les œdèmes maculaires anciens. Il faut savoir peser les risques. En dehors des rares cas d'œdème maculaire ou d'endophthalmie, la cataracte est très fréquente en post-opératoire, avec le risque majeur d'aggravation ou de réapparition de l'œdème maculaire après chirurgie de la cataracte. Il faudra réaliser des études prospectives randomisées pour rendre plus clairs les résultats escomptés après chirurgie de l'œdème maculaire diabétique. Et pour finir, je dirais que l'œdème maculaire tractionnel est une entité rare. La chirurgie semble actuellement le traitement de choix.
Elle doit être réalisée de première intention lorsque les critères diagnostiques sont réunis. Pour les œdèmes maculaires sans traction, la vitrectomie peut être proposée après échec des autres traitements, avec malheureusement récidive fréquente en post-opératoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher ami Dr Bounsis. Merci pour tous les orateurs pour ces excellentes présentations. Donc, on va passer à la session questions-réponses. La première question, c'est pour le professeur Amous. Est-ce qu'on peut combiner dans les cas des œdèmes maculaires diabétiques les anti-VEGF aux corticoïdes? Oui, bien sûr. On peut combiner les deux. Et c'est déjà l'indication de la triamcinolone du Kenacort. C'est de commencer, si on a une composante inflammatoire visible à l'OCT, c'est-à-dire des fossiles hyperréflectifs, on peut combiner parce qu'on a des meilleurs résultats. C'est de commencer, si on a une composante inflammatoire visible à l'OCT, c'est-à-dire des fossiles hyperréflectifs. Alors, la prochaine question, c'est pour notre ami le professeur Ihab Saad. Avec la technique du drainage du liquide sous-rétinien, dans les cas de la maladie de Coats, quels sont les risques d'hémorragie si on touche les vaisseaux choroïdiens? Mes baffes? Professeur Ihab Saad, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur Ihab Saad, avec la technique du drainage du liquide sous-rétinien, dans les cas de la maladie de Coats, quels sont les risque d'hémorragie si on touche des vaisseaux choroïdiens. On peut répéter la question, j'entends pas là. Oui, c'est possible, bien sûr. En cas de ponction sous-rétinienne dans la maladie de Coats, quel est le risque d'hémorragie si on touche les vaisseaux choroïdiens? Voilà, c'est presque nul. On a fait plein de cas, des dizaines de cas depuis le temps, dans les 20e dernières années. Depuis 2007, je pense, j'ai fait cette technique avec avancée. Et on n'a pas de problème d'hémorragie parce que je pense que la choroïde est un petit peu atrophique et quand on fait la ponction là-bas et pour introduire la sonde qui est très fine, c'est très contrôlé. Et toujours, on garde l'œil toujours sous tension par chambre antérieure parce qu'on a toujours l'irrigation continue de la chambre antérieure qui maintient toujours une tension oculaire importante pendant le drainage du fluide scotique. Merci. Une autre question pour le professeur Ihab Saad. Quelle est la place des anti-VEGF en cas de la maladie de Coats? Oui, docteur Mahfouz. Je pense que la publication Régio en 2010 a démontré en premier temps l'action du triamcinolone contre la téléangiectasie du Coats. C'était basé sur le travail publié à ce temps-là montrant l'efficacité du triamcinolone dans la téléangiectasie GZ2. Alors, ce temps-là, on a commencé 2 ans auparavant, on n'avait pas tellement entendu parler que s'il y avait un taux inflammatoire important plus que VEGF. Des publications qui ont utilisé les anti-VEGF avec de bons résultats aussi. Je pense que c'est important d'avoir ça dans l'armamentarium du traitement des cas avancés de Coats, avec un décollement quasi total exudatif. Et j'insiste qu'on soit absolument sûr
que ce n'est pas un rétinoblastome. On va tellement dire un peu de ici parce qu'on est un centre de référence pour les rétinoblastomes. Alors, on peut faire le différentiel. Et vraiment, parfois, la seule indication que c'est une maladie de Coates est l'angiectasie en périphérie qui est très, très fine et il faut vraiment regarder sous microscope pour bien les percevoir. Si on a un doute, une évaluation fera le travail et ne pas risquer la vie de l'enfant. Merci, merci professeur Ibsan. Je ne sais pas si docteur Mouden et docteur Bounsis, si elles sont en ligne. Docteur Mouden. Docteur Bounsis. Donc, malheureusement, donc, on va faire la même chose pour ces questions. On va les envoyer aux orateurs et on... Docteur Mouden. Bonsoir, docteur Mouden. Donc, dans les CRSC, c'est les patients ayant une pathologie générale sous corticoïde, par voie générale ou opérés de la cataracte sous corticoïde topique. Est-ce que vous arrêtez le traitement en cas de CRSC? Docteur Mouden, est-ce que vous m'entendez? On attend l'intervention. Docteur Bounsis, il est en ligne? Docteur Bounsis, donc cette question vous est destinée. À partir de quelle épaisseur rétinienne vous opérez les deux maculaires tractionnels? Toujours les problèmes de connexion, je pense, avec les orateurs. Voilà. Donc, on sera obligé de les envoyer ces questions aux orateurs afin d'avoir des réponses et les diffuser sur le site du congrès. On vous remercie, on remercie tout le monde et on arrive à la fin de cette première journée du e-congrès et on vous donne demain, Inch'Allah, un rendez-vous à 9h pour la deuxième partie des cours de la OPA. Donc, à demain, Inch'Allah, et bonne fin de soirée.